De l'atome à l'élément chimique. Pourquoi est-ce que dans certains cas on va utiliser le terme atome et dans d'autres l'élément chimique? Pour pouvoir répondre à cette question, je vais rappeler quelle est la représentation et la constitution de l'atome, puis le caractériser en masse, en charge électrique et aussi en dimension. Et enfin, on va voir ce que recouvre la notion d'élément chimique. Allez, c'est parti. On commence par se représenter l'atome. Lorsque l'on s'est représenté l'atome au collège, on a dit que c'était une sphère insécable. Puis à la fin du collège, on a décrit qu'il était constitué d'un noyau positif et d'un nuage électronique. Et en seconde, on va décrire que c'est un assemblage de particules élémentaires, et notamment le neutron, le proton et l'électron. Voyons au niveau du symbole de l'atome de carbone, qu'est-ce qu'il recouvre comme information. Tout d'abord, C signifie qu'il s'agit du carbone. On appellera ça le symbole chimique. Mais vous verrez écrit deux valeurs numériques, dont par exemple en bas, le nombre de protons, 6, qui est représenté sur mon image par les sphères rouges, au niveau du noyau. Vous avez également le nombre de nucléons, qui est indiqué en haut à gauche, qui représente toutes les particules qui sont comprises dans le noyau. Il s'agit donc des protons, dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi des neutrons qui sont ici représentés en bleu. Lorsque l'on représente donc ce symbole, eh bien on indique simplement le symbole du noyau de l'atome de carbone. Si l'on vous demande de décrire la constitution d'un atome de carbone, vous allez décrire la constitution du noyau. Nous avons vu tout à l'heure qu'il contient 6 neutrons et 6 protons, c'est-à-dire 12 nucléons, mais aussi la constitution du nuage électronique. Le fait que l'atome soit neutre fait qu'il va contenir autant d'électrons que de protons. Donc ici, il y aura 6 électrons. Vous pouvez prendre en note cette diapositive en faisant une pause par exemple. La constitution d'un atome, c'est le nombre de particules que contient l'atome. D'une façon générale, A représente le nombre de nucléons et donc le nombre de particules qu'il y a dans le noyau. Si vous avez en plus l'information du nombre de protons, Z, à ce moment-là, vous pouvez déterminer la constitution du noyau. Il contient Z protons, et vous faites la soustraction entre A et Z pour trouver le nombre de neutrons. Le nuage électronique, quant à lui, contient Z électrons, c'est-à-dire autant qu'il y a de protons dans le noyau. Passons maintenant à la partie 2 qui va montrer comment on caractérise un atome. Si vous voulez caractériser la masse d'un atome, vous pouvez considérer que c'est la somme des masses des particules qu'il contient. Vu que vous connaissez la constitution de l'atome, vous pouvez additionner la masse de chaque composant. Ici, vous ajoutez la masse de tous les protons, plus la masse de tous les neutrons, et enfin la masse de tous les électrons. Ceci est possible à condition que vous ayez les masses de ces particules-là. Et on s'intéressera à une méthode qui sera plus simple, qui consiste à observer qu'au niveau des particules qui sont dans le noyau, que l'on appelle les nucléons, la masse est pratiquement la même. La relation est alors assez simple si on considère que la masse des électrons est négligeable par rapport à celle des nucléons. On va tout simplement dire que la masse approchée d'un atome, c'est la masse du noyau, et donc la masse de tous les nucléons qu'il contient. On prendra donc le nombre de nucléons, A, que l'on va multiplier par la masse d'un nucléon. Passons maintenant à la charge électrique. On va raisonner en additionnant la charge électrique de chaque constituant de l'atome. Le neutron est neutre, comme son nom l'indique, et donc sa charge électrique est nulle. Le proton est positif et l'électron est négatif. Vous remarquez que la charge électrique est la même en valeur absolue. On la notera charge électrique élémentaire, petit e, qui est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Pour se simplifier, les notations, on écrira donc que la charge électrique du proton est plus E et la charge électrique de l'électron est moins E. Au niveau de l'atome, le noyau est donc uniquement chargé positivement et le nuage électronique est uniquement chargé négativement.
Donc on retrouve l'idée qui avait été décrite au collège, que l'atome est neutre parce qu'il y a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives autour du noyau. Dernière caractéristique physique concernant l'atome, ce sont ses dimensions. Le noyau a une dimension de 10 puissance moins 15 mètres, alors que l'atome, une dimension de 10 moins 10 mètres. Si on en fait le rapport, on se rend compte qu'il y a un rapport de 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000, entre la taille de l'atome et la taille du noyau. On en déduit donc que dans l'atome, il y a principalement du vide, il n'y a rien. Il y a simplement un petit point au centre qui correspond au noyau, mais le volume de l'atome est principalement rempli, si on peut dire ainsi, par du vide. Si on résume les caractéristiques de l'atome, je vous conseille de faire une pause pour noter cette deuxième diapositive, eh bien on va en déduire que l'atome est électriquement neutre, qu'il y a donc autant de protons que d'électrons, grâce à la notion de charge électrique élémentaire. Enfin, que la masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons, donc la masse de l'atome est pratiquement égale à la masse du noyau, et on peut la calculer facilement grâce au nombre de nucléons A. Et enfin, que la taille du noyau est très petite par rapport à celle de l'atome. On finit avec la partie 3 qui va consister à décrire dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir utiliser le terme d'élément chimique. Reprenons l'exemple de l'élément carbone qui est représenté par l'atome de carbone 12, c'est-à-dire celui qui contient 12 nucléons. C'est celui que nous avons étudié tout à l'heure. Mais lorsqu'on analyse un échantillon de charbon, on se rend compte qu'il n'y a que 98,9% de carbone 12. Il y a également du carbone 13 et aussi très peu de carbone 14. On en conclut donc que le terme de carbone, de l'élément carbone, englobe plusieurs types d'atomes. Le carbone 12, mais le carbone 13 et le carbone 14 aussi. Donc le terme élément carbone n'est pas relié au nombre de nucléons, mais plutôt au nombre de protons, 6, qui est le même pour ces trois types d'atomes. L'élément carbone sera donc caractérisé par Z, auquel on va attribuer un autre nom que nombre de protons, ça sera le numéro atomique. Chaque élément sera caractérisé par un numéro atomique. Et également par un symbole qui, vous voyez, ne change pas, c'est toujours le C de carbone pour caractériser l'élément, pour représenter l'élément carbone. Ces trois atomes de carbone sont qualifiés d'isotopes. Ils ont le même symbole chimique, le même numéro atomique, Z, mais ce qui les différencie, c'est leur nombre de nucléons, A. Il est différent, en réalité c'est le nombre de neutrons qui change. Dans tous les cas, on dira qu'ils appartiennent au même élément chimique, puisqu'ils ont le même symbole chimique et le même numéro atomique Z. Enfin, pour ce qui est de la notion d'élément, comme par exemple à travers l'élément fer, on peut observer que l'élément fer est représenté par de la matière qui a des couleurs bien différentes. La poudre de fer est constituée par des atomes de fer. La solution ici est constituée par des ions fer 3 qui lui confèrent une couleur orangée. Cette poudre de couleur rouille est constituée par de l'oxyde de fer. Dans chacune de ces matières, il y a l'élément fer. On pourra dire que des entités chimiques, c'est-à-dire des atomes comme le fer, des ions comme les ions Fe3+, ou des molécules comme Fe2O3, appartiennent au même élément fer, ou du moins contiennent le même élément chimique fer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les noyaux qui les constituent le même nombre de protons Z, c'est-à-dire qu'on retrouve un noyau qui a le même numéro atomique. D'une façon générale, dans les formules, on s'attachera simplement à vérifier qu'il y a le même symbole chimique. Par exemple, dans cette image, on peut se poser la question de où est-ce qu'il y a du fer. Je vous laisse y répondre en faisant une petite pause sur la vidéo de façon à ce que vous y réfléchissiez.
Et on se retrouve après. Voilà, vous avez réfléchi. Alors, où est-ce qu'il y a du fer? Alors, forcément, il y a du fer au niveau de l'altère, qui est un acier. Vous savez également qu'il y a du fer dans les épinards. Et par exemple, au niveau de ce mât, qui est rouillé, on peut imaginer qu'il y a des oxydes de fer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt en classe. Au revoir. Et n'oubliez pas de manger des épinards.